Le matin de ma remise de diplôme à l'université, mon père a acheté une Mercedes toute neuve à ma sœur et m'a dit de prendre le bus. J'étais là, debout dans ma toge, serrant mon carton d'invitation des deux mains, tandis qu'il agitait une clé électronique brillante comme si c'était le trophée d'une vie à laquelle je n'avais jamais été convié. Une fille a eu droit au siège en cuir, au ruban rouge sur le capot et à une séance photo dans l'allée du pavillon. L'autre fille, moi, a eu droit, tu t'en sortiras, Margot. Tu as l'habitude de te débrouiller seule. J'ai marché jusqu'à l'arrêt de bus, l'ourlet de ma robe de diplômé frôlant le trottoir, ressassant cette phrase dans ma tête, essayant de ne pas laisser se briser quelque chose qui tenait déjà par miracle depuis trop longtemps. Le temps que je descende du bus près de la salle de cérémonie à Lyon, les trottoirs étaient bondés de familles prenant des photos, de parents tenant des bouquets, de gens acclamant des jeunes dont ils connaissaient vraiment les noms. J'ai pris ma place dans la file, j'ai gardé les yeux fixés devant moi et je me suis dit que c'était quand même ma journée. Puis, ils ont appelé mon nom sur scène et ont ajouté un titre que ma famille ne s'attendait jamais à entendre associé au mien, major de promotion, avec les félicitations du jury et un prix spécial. Quand j'ai fait face à la foule, j'ai enfin repéré ma famille. Et l'expression sur le visage de mon père m'a dit que ce n'était plus une simple cérémonie pour lui. C'était la première fois qu'il réalisait que la fille qu'il avait envoyée prendre le bus avait construit quelque chose qu'il ne contrôlait pas et qu'il n'avait jamais aidé à financer. Avant de vous dire ce qu'il a dit après, et ce que j'ai fini par lui répondre, faites une petite pause. Dites-moi l'heure qu'il est, où vous êtes et d'où vous regardez cette vidéo, car je veux voir jusqu'où cette histoire de trajet en bus va voyager. Je m'appelle Margot Leroy. Au moment où cette Mercedes est apparue dans l'allée, l'histoire de ma place au sein de ma famille se jouait déjà depuis des années, à travers 100 petits moments que personne ne s'était donné la peine d'additionner, sauf moi. J'ai grandi dans un pavillon de banlieue très classique à Saint-Priest, où rien ne semblait clocher de l'extérieur. Nous avions une pelouse impeccable, des décorations pour Noël, des tenues assorties pour les photos de famille quand j'étais petite. Mais il y avait une règle tacite ancrée dans chaque jour de mon enfance. Un enfant était fragile et avait besoin d'une attention constante, et l'autre enfant, c'est-à-dire moi, devait trouver une solution. Quand j'avais 7 ans, j'ai appris que si je tombais et que je m'écorchais le genou, je devais aller chercher mon propre pansement dans l'armoire de la salle de bain, car il y avait déjà quelqu'un d'autre qui pleurait plus fort dans le salon. Quand je ramenais un 18/20 à une dictée, il restait sur le frigo une soirée. Quand ma petite sœur Chloé ramenait un trophée de danse, elle avait droit à une étagère dédiée à un dîner au restaurant. Personne ne s'est assis pour me dire « tu as moins d'importance ». Ils n'ont jamais eu besoin de le faire. C'était inscrit dans ce qu'ils célébraient et ce qu'ils ignoraient. Chaque anniversaire rendait le schéma plus difficile à ignorer. Ma sœur recevait des vélos neufs, des coffrets d'art, des stages d'équitation le week-end. Moi, je recevais des choses pratiques. Des chaussures pour l'école, un manteau simple acheté en solde, une super affaire. Ou une carte cadeau avec un sourire crispé. Si j'avais l'air déçu, la réponse était toujours la même, tu es indépendante, Margot. Tu n'as pas besoin d'autant d'attention. Il le disait comme un compliment. Je le recevais comme un avertissement, ne demande pas plus. Plus nous grandissions, plus la division devenait claire. Ma sœur était la lumière, l'émotive, l'avenir de la famille, présentée lors des réunions de famille avec une petite emphase particulière. Moi, j'étais la stable, la responsable, celle qui gérait très bien toute seule. Ces mots sonnent bien jusqu'à ce que vous réalisiez qu'ils servent à justifier pourquoi personne ne vient jamais voir comment vous allez. Au collège, les après-midi étaient séparés. Mon père conduisait ma sœur à ses activités, au poney, à la danse, au tennis, racontant à tout le monde à quel point il était fier d'elle. Moi, je prenais le bus de ville, je rentrais seul dans une maison silencieuse, je faisais mes devoirs sur la table de la cuisine et je préparais le goûter que je pouvais trouver. Ce n'était pas une négligence dramatique. C'était de petites décisions silencieuses accumulées jour après jour qui me disaient exactement où je me situais. J'ai trouvé mon premier véritable témoin de tout cela chez une amie de classe nommée Sophie. Nous nous retrouvions à la bibliothèque municipale, fuyant nos maisons bruyantes de différentes manières. Elle remarquait des choses, comme le fait que mes parents ne venaient jamais aux événements scolaires à moins que ma sœur ne soit sur scène. Ou comment je devais toujours vérifier mon porte-monnaie avant que nous acceptions d'aller manger un kebab. Un jour, après que ma famille soit encore partie tôt d'une remise de prix avant que mon nom ne soit appelé, elle m'a dit doucement, « Tu sais que ce n'est pas normal, n'est-ce pas ?» J'ai haussé les épaules parce qu'à l'époque, c'était tout ce que je connaissais.
Le lycée n'a rien arrangé. Cela a juste ajouté des chiffres plus importants au déséquilibre. La chambre de ma sœur est devenue une salle d'exposition de nouveaux vêtements et de maquillage. Il y avait des sacs de shopping sur son lit un week-end sur deux, des colis arrivant à la porte avec son nom écrit dessus. Quand j'ai demandé de l'aide pour payer mes frais d'inscription à l'université, la réponse a été une longue et prudente conversation sur le budget et le réalisme. Mon père adorait parler du potentiel de ma sœur, de ses projets, de son avenir. Quand le sujet venait sur moi, il passait à la logistique. « Tu es forte, Margot. Tu n'as pas besoin qu'on te tienne la main comme ça. » J'ai appris à hocher la tête, à avaler ma frustration et à retourner calculer combien d'heures de babysitting et de petits boulots il me faudrait pour couvrir ce que personne d'autre n'allait payer. Il n'y a jamais eu de grande dispute hurlante, pas de trahison spectaculaire, juste un schéma répétitif. Un enfant était un investissement, l'autre était un plan de secours, censé fonctionner silencieusement en arrière-plan. Au moment où les admissions post-bac ont commencé à tomber, le scénario était déjà écrit. Les bonnes nouvelles de ma sœur sont venues avec des ballons, des réservations au restaurant et un nouveau MacBook, parce qu'elle aura besoin de quelque chose de puissant. Mes bonnes nouvelles sont venues avec une pile de brochures sur les bourses du Crous et les prêts étudiants, et une conversation sur la façon dont je pourrais travailler à mi-temps pour me forger le caractère. Je ne m'en rendais pas compte alors, mais il ne façonnait pas seulement mon emploi du temps. Il m'entraînait à accepter des miettes et à appeler cela un repas. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est ce qui se passe quand l'enfant indépendant utilise cet entraînement pour se construire une vie entière sans eux. L'université pour moi n'a pas commencé par des photos de déménagement et des adieux larmoyants sur le parking de la résidence. Cela a commencé par un abonnement de bus, une valise d'occasion et un email confirmant une bourse d'excellence qui couvrait les frais de scolarité, mais laissait tout le reste suspendu au-dessus de ma tête comme une facture que personne ne voulait assumer. Je suis arrivé sur le campus avec juste assez d'argent pour quelques semaines de courses, le set de literie le moins cher que j'avais pu trouver et la conviction obstinée que je n'allais pas abandonner parce que ma famille avait décidé que mes rêves étaient un bonus sympathique au lieu d'une priorité. Les cours étaient intenses. Les professeurs ne savaient pas et se moquaient de savoir qui mes parents préféraient à la maison. Tout ce qu'ils voyaient, c'était mon nom sur leur liste, mon écriture sur les partiels. D'une certaine manière, c'était la première fois qu'on me faisait grâce. Personne ne me comparait à ma sœur ici. Mais le revers de la médaille était brutal. Si je ne suivais pas, il n'y avait pas de filet de sécurité. Je ne pouvais pas me permettre de rater une année et de la redoubler. Je ne pouvais pas prendre un semestre plus léger parce que j'étais fatigué. Chaque crédit avait un prix. Dès la première semaine, j'ai réalisé que j'avais besoin d'un travail, puis d'un autre. Le service de courrier du campus m'a embauché quelques heures par jour pour trier des colis dans un local sans fenêtre qui semblait toujours un peu trop froid. La paye était basse, mais régulière. J'ai appris les noms sur les boîtes, j'ai regardé les autres étudiants récupérer des colis de soins, des nouveaux vêtements et des paniers de collations envoyés par leurs parents, et je me suis rappelé que l'envie était un luxe que je ne pouvais pas me permettre. Le soir, quand la plupart des résidences se calmaient pour des groupes d'études ou des soirées films, je mettais des gants en caoutchouc et je nettoyais les couloirs et les sanitaires des bureaux d'un bâtiment voisin. Ce n'était pas glamour. C'était des néons blafards, de l'odeur de déterge industriel et le son silencieux de mes propres pensées me disant « Encore un chèque, encore un mois payé ». Quand cela ne suffisait toujours pas pour le loyer, les livres et la nourriture, je me suis inscrite à un service de livraison à vélo. J'ai récupéré un vélo d'occasion, j'ai appris les itinéraires les plus rapides à travers la ville et j'ai commencé à échanger mes soirées contre des numéros de commande sur un écran. C'est comme ça que j'ai rencontré l'homme qui allait accidentellement changer la trajectoire de ma vie. Le premier soir où j'ai livré à son bureau, j'avais dépassé depuis une demi-heure le point d'épuisement total où le corps continue de bouger par simple habitude. J'ai monté les escaliers d'un petit immeuble modeste que je n'avais jamais remarqué auparavant. Le couloir était presque vide, une seule porte laissait filtrer de la lumière. J'ai frappé et j'ai essayé de garder une voix stable en disant « Livraison ». La porte s'est ouverte sur un homme d'une trentaine d'années avec des yeux fatigués et une chemise qui semblait avoir été repassée avant qu'une longue journée n'efface tout effort. Derrière lui, la pièce était couverte de tableaux blancs, de notes griffonnées, de flèches et de diagrammes inachevés qui n'avaient aucun sens pour moi. Il a eu l'air surpris de me voir, comme s'il avait oublié qu'il avait commandé à manger. « Vous travaillez si tard ?» a-t-il demandé en signant le reçu. J'ai failli rire. « C'est le début de mon service », ai-je dit avant de pouvoir m'arrêter. J'ai encore mes devoirs à faire après.
Il a fait une pause, le stylo en suspens. Vous êtes étudiante? J'ai hoché la tête. Combien de boulot? A-t-il demandé. Ce n'était pas de la curiosité déplacée. C'était de l'observation. De la part de quelqu'un qui sait ce que c'est que de jongler avec trop de balles à la fois. 3, techniquement, ai-je dit. Courrier, ménage et celui-ci. Et des cours à plein temps en plus, a-t-il ajouté. Je n'ai pas vraiment le choix, ai-je répondu, passant d'un pied sur l'autre, voulant qu'il signe pour que je puisse partir. Ça va. Je gère. Quelque chose dans son expression a changé à ce moment-là. Pas de la pitié, pas exactement de l'admiration, mais de la reconnaissance. Comme s'il voyait le poids invisible que je portais et qu'il mesurait mentalement sa lourdeur réelle. Il m'a rendu le reçu avec un pourboire qui m'a fait écarquiller les yeux. Quelle est votre spécialité? A-t-il demandé. Stratégie de communication, ai-je dit. Pour l'instant. Pour l'instant, a-t-il répété doucement. Faites attention en rentrant, d'accord? Je lui ai fait un rapide signe de tête et je suis parti, classant cela comme une interaction bizarre de plus durant ma garde. Mais cette brève conversation est restée gravée en moi. C'était la première fois depuis longtemps que quelqu'un me demandait ce que je construisais, et pas seulement comment je comptais survivre. Je ne le savais pas encore, mais je venais de rencontrer Marc-Antoine Vallet. Un nom qui finirait par figurer au bas d'un contrat qui allait tout changer. À ce moment-là, pourtant, je croyais encore que ma vie ne serait qu'un cycle de réveils précoces, de repas bon marché et de marches épuisantes sous les réverbères. Personne de ma famille n'appelait pour demander comment j'allais. Pas de colis, pas de visite surprise. Je regardais les photos de leur vie apparaître en ligne, des dîners raffinés, des week-ends au ski, ma sœur posant avec de nouvelles tenues, et cette aisance décontractée de quelqu'un qui sait qu'il y a toujours un plan B. J'ai continué à scroller. J'ai continué à travailler. Je me disais sans cesse, ils l'ont choisi, elle. C'est bien. Moi, je vais me choisir, moi. Je ne réalisais pas à quel point cette promesse allait devenir réelle. La deuxième fois que j'ai vu Marc-Antoine, il n'était plus l'homme mystérieux derrière une porte de bureau. Il était assis à une table de la cafétéria du campus, une pile de maquettes de design étalée devant lui comme un puzzle. Je venais de finir un cours et je triais mentalement mes dates de rendu quand je l'ai remarqué. Il m'a vu le premier. La livreuse aux 3 boulots, a-t-il dit en tapotant sa tasse. J'espérais vous recroiser. J'ai hésité. Je n'avais pas l'énergie pour faire la conversation, et mon sac à dos me sciait l'épaule. Mais il y avait quelque chose dans son ton, curieux mais pas insistant, qui m'a fait m'arrêter. Je ne travaille pas là, ai-je dit. Pas de nourriture aujourd'hui. Il a souri légèrement. Tant mieux. Asseyez-vous une minute. Je promets de ne rien vous vendre. Contre toute attente, je me suis assise. Il a demandé mon nom, et cette fois, cela ressemblait à une question sincère. Puis il a posé les questions que personne d'autre ne posait, ce que je voulais faire après le diplôme, quel cours m'intéressait vraiment, quelle partie de ma vie actuelle me semblait la plus insupportable. J'ai gardé mes réponses légères au début, mais il avait une façon d'écouter qui rendait les faux-semblants inutiles. Alors, j'ai dit la vérité. J'ai dit que je n'avais pas de plan clair, seulement une longue liste de choses que je ne voulais plus jamais revivre. J'ai dit que j'aimais l'idée de construire des récits, d'aider les gens à comprendre un message, mais que je ne savais pas où cela s'inscrivait dans le monde réel. J'ai dit que j'étais fatigué d'une manière que le sommeil ne guérissait plus. Il n'a pas bronché. Il a juste hoché la tête. Je dirige une agence de branding et de stratégie, a-t-il dit. Vallet et associés. Nous travaillons avec des petites entreprises, des ONG, des gens qui essaient de dire qui ils sont pour que le monde les entende enfin. J'ai haussé un sourcil. Et vous parlez à une étudiante fauchée qui a à peine le temps de manger. Cible démographique intéressante. Il a ri. Je parle à quelqu'un qui cumule 3 boulots, qui vient quand même en cours et qui sait répondre aux questions sans enrober la réalité. C'est plus utile dans mon monde que vous ne le pensez. Puis il a dit la phrase qui a fait basculer ma vie, vous devriez postuler pour notre programme de stage. J'ai failli dire non par réflexe. Les stages, dans mon expérience, étaient des opportunités non rémunérées que seuls ceux qui avaient un filet de sécurité financier pouvaient se permettre. Je ne peux pas travailler gratuitement, lui ai-je dit franchement.
Je n'ai pas de parents qui vont payer mon loyer pendant que j'apprends à faire des moodboards. C'est payé, a-t-il immédiatement répondu. Pas de façon somptueuse, mais honnêtement. Et nous ne faisons pas faire le café aux stagiaires. Si vous êtes là, vous faites partie de l'équipe. La certitude dans sa voix était difficile à rejeter. Pourtant, j'ai senti cette résistance familière monter. Celle construite sur des années à s'entendre dire que j'étais l'indépendante, celle qui n'avait besoin d'aide de personne. Pourquoi moi, ai-je demandé. Il n'a pas fait de grands discours. Il a juste haussé les épaules. Parce que vous savez déjà ce que c'est que de porter des responsabilités. Parce que l'effort ne vous fait pas peur. La compétence s'apprend. Le caractère, non. Cette phrase m'a poursuivi longtemps après qu'il m'ait glissé sa carte de visite. Je l'ai prise, je l'ai glissée dans un carnet et j'ai passé la semaine suivante à essayer de me convaincre de ne pas le faire. Chaque fois que j'ouvrais le portail de candidature, j'entendais la voix de mon père à l'arrière de mon esprit, ne disant pas « Je suis fier de toi », mais disant « N'attends pas trop. Tu es seul. » Finalement, un mardi soir, après un service de ménage particulièrement brutal, je me suis assise à mon bureau et j'ai écrit la vérité. J'ai écrit sur le fait de cumuler plusieurs emplois, sur l'apprentissage de la communication rapide avec des gens fatigués, sur l'attention aux détails que personne ne m'avait appris à voir. Je n'ai pas enjolivé les choses. 2 semaines plus tard, j'ai reçu l'email « Offre de stage chez Vallée et Associés ». Payé, flexible par rapport à mes cours. Une chance d'apprendre de vraies compétences. J'ai accepté avant que mon cerveau n'ait le temps de me dissuader. Le premier jour chez Vallée et Associés, je suis entré dans un espace qui ne ressemblait en rien au monde de ma famille. C'était l'avenir que je ne m'étais jamais autorisé à imaginer. Des parois de verre, des tableaux de collaboration, des affiches de campagne passées. Marc-Antoine m'a présenté à son associée, Béatrice Vallet. Une femme dont le regard acéré ne laissait rien passer. Béatrice ne m'a pas traité comme une débutante fragile. Elle m'a donné un brief client à lire et m'a demandé des observations pour la fin de la journée. Pas de dorlotage. C'était terrifiant. Et c'était la première fois que le fait d'être indépendante payait vraiment. J'ai appris vite à lire entre les lignes, à comprendre ce que les clients voulaient vraiment. La nuit, je faisais encore quelques livraisons, mais je ne nettoyais plus de toilettes. Mon temps avait pris de la valeur, et pour la première fois, quelqu'un d'autre que moi avait décidé que c'était vrai. Pendant que ce nouveau monde s'ouvrait, l'ancien restait obstinément le même. Ma famille n'appelait pas. Si on pensait à moi, c'était en termes vagues, elle est à l'école quelque part, non. Elle va bien, elle se débrouille toujours. Mais à des kilomètres de là, avec un badge à mon nom, j'étais en train de devenir quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas du tout. Vallée et Associés est devenu l'endroit où j'ai grandi pour devenir une version de moi-même que ma famille n'avait jamais rencontrée. En journée, j'étais dans une équipe qui demandait mon avis et l'utilisait. Béatrice a commencé à m'inclure dans les réunions de stratégie. La première fois qu'elle l'a fait devant un client, j'ai cru qu'elle s'était trompée, mais elle m'a regardé avec ce regard fixe qui disait « Je ne te demanderai pas si je ne pensais pas que tu pouvais répondre. » Alors, je l'ai fait. J'ai parlé de ton, de ce que l'audience pouvait ressentir. Le client a hoché la tête. Marc-Antoine m'a fait un clin d'œil. Je suis rentré chez moi ce soir-là avec quelque chose de léger et d'inconnu dans la poitrine, le sentiment d'être valorisé. Pendant ce temps, mon téléphone restait silencieux. Les nouvelles de ma famille passaient par les réseaux sociaux. Ma sœur posant avec ses amis, mes parents au restaurant, lors d'événements auxquels je n'avais jamais été invité, même quand je vivais sous leur toit. Je le remarquais, mais cela ne me blessait plus comme avant. Ce changement a été mis à l'épreuve le jour où un email inattendu est arrivé de ma tante Mireille. Elle avait toujours été l'observatrice silencieuse des fêtes de famille, celle qui remarquait quand je m'éclipsais pour faire la vaisselle pendant que tout le monde entourait ma sœur. Elle voulait me voir pour un café. J'ai dit oui. Nous nous sommes vus dans un petit café. Elle m'a posé des questions sur mes études, mon stage. Elle a écouté sans m'interrompre. Puis elle a demandé, « Tu as souvent des nouvelles de tes parents ?» J'ai haussé les épaules. De temps en temps. Surtout quand ils ont besoin de quelque chose. Elle a eu un sourire triste. Ça correspond à ce que j'ai vu, a-t-elle dit. Elle m'a raconté qu'elle les avait vus récemment. Mon père avait passé 20 minutes à se vanter des projets de boutique en ligne de ma sœur.
Quand le sujet était venu sur moi, son ton avait changé. Oh, Margot. Elle fait son petit truc à l'école. Elle s'occupe. Elle a toujours été indépendante, on ne s'inquiète pas pour elle. Ma tante m'a regardé attentivement. Je pensais que tu méritais de savoir comment il parle de toi quand tu n'es pas là. J'ai remué mon café. Étrangement, cela ne m'a pas fait mal. C'était juste un fait. Il parle de moi comme d'un bruit de fond. Merci de me l'avoir dit, ai-je répondu. Une semaine plus tard, mon téléphone a sonné. C'était mon père. Il n'a pas commencé par bonjour. Il a dit, alors, j'ai entendu dire que tu avais trouvé un genre de stage prestigieux. J'entendais la télé derrière, le rire lointain de ma sœur. Ça se passe bien, ai-je répondu prudemment. Bien, bien, a-t-il dit d'un ton distrait. Écoute, ta sœur pense à lancer sa boutique de mode, un truc sur internet, du branding comme vous dites. Et comme tu t'amuses déjà avec ces trucs d'ordinateur, j'ai pensé que ce serait bien que tu l'aides à démarrer. S'amuser avec des trucs d'ordinateur. Sa façon de rabaisser mon travail était presque impressionnante. Qu'est-ce que tu me demandes exactement, ai-je demandé. De tout mettre en place, a-t-il dit comme si c'était évident. Logo, site web, réseaux sociaux. Tous les trucs de l'ombre. Ce serait bien pour la famille, et franchement, après tout ce qu'on a fait pour toi, ce n'est pas grand-chose. Tout ce qu'on a fait pour toi. La phrase m'a fait serrer les dents. Il a listé des exemples vagues, avoir payé la caution de ma première chambre d'étudiante, m'avoir laissé vivre à la maison gratuitement quand j'étais ado. Il n'a pas mentionné les nuits où j'ai travaillé en double pour couvrir ce qu'il ne payait pas. Il n'a pas mentionné les bourses que j'avais gagnées seul. J'ai senti le vieux scénario remonter, dis oui, efface tes besoins, sois reconnaissante pour les miettes. Cette fois, je ne l'ai pas suivi. Je n'ai pas la capacité de prendre des projets non rémunérés en ce moment, ai-je dit calmement. Je jongle entre mes cours, mon travail à l'agence et ma propre vie. Silence au bout du fil. Puis, c'est ta sœur, Margot. La famille s'entraide. La famille se manifeste avant d'avoir besoin de quelque chose, ai-je répliqué. Je ne suis pas une extension gratuite de vos projets. Il a marmonné que j'étais ingrate et a raccroché sans dire au revoir. Pour la première fois de ma vie, me choisir plutôt que ma famille ne ressemblait pas à une trahison. C'était juste la première étape. À l'approche de la fin de mes études, ma vie était divisée en deux. D'un côté, mon avenir chez Vallée et Associés qui se concrétisait. De l'autre, une famille lointaine avec qui je ne partageais plus qu'un nom de famille. Quand la saison des diplômes est arrivée, mon tuteur m'a annoncé que j'étais lauréate du prix d'excellence de la faculté. C'était surréaliste. Je n'ai pas prévenu mes parents pour le prix. Je leur ai juste donné la date et l'heure de la cérémonie. Je voulais que ce moment sur scène m'appartienne. Ce qui nous ramène à la Mercedes, au bus et au visage de mon père quand mon nom a résonné dans la salle avec un titre qu'il n'avait ni approuvé, ni financé. Après la cérémonie, je suis sorti avec mon diplôme et mon prix. Il m'attendait près d'une fontaine. Mon père, les bras croisés, ma mère avec un sourire rigide, ma sœur pianotant sur son téléphone dans une robe qui coûtait probablement plus cher que toute ma garde-robe. La Mercedes était garée là, bien en vue. « Te voilà enfin », a dit mon père, comme si j'étais en retard à notre propre rendez-vous. Il m'a serré dans ses bras pour la photo. Puis ma mère a dit, « Tu ne nous avais pas parlé de ce prix. » On a dû l'apprendre par l'annonceur, comme tout le monde. Je n'étais pas sûr que ça vous intéresse, ai-je répondu. Ma sœur a ricané, bien sûr que si, ça donne une bonne image de la famille. Voilà. Pas de la fierté pour moi, mais pour l'image qu'il pouvait en tirer. Mon père s'est raclé la gorge, écoute, on a réfléchi. Ce serait mieux que tu reviennes vivre à la maison quelque temps. Pour économiser. Et pour aider. Le projet de boutique de ta sœur prend forme, et avec ton petit truc en marketing, tu pourrais lancer ça rapidement. Mon petit truc en marketing. Mon diplôme réduit à un outil pour sa sœur. J'ai déjà une offre d'emploi, ai-je dit. À plein temps dans l'agence où j'étais stagiaire. Je reste ici, à Lyon. Le visage de mon père s'est crispé. Tu ne vas pas sérieusement choisir un petit boulot de bureau plutôt que d'aider ta famille. C'est ta chance de rendre un peu après tout ce qu'on a investi en toi. Investi. J'ai pensé aux nuits de ménage,
aux livraisons sous la pluie, aux repas sautés. J'ai pensé au trajet en bus de ce matin, au siège vide à l'arrière de la Mercedes. Qu'est-ce que vous pensez avoir investi exactement, ai-je demandé doucement. Ma mère a semblé choquée. On t'a élevé. On t'a donné un toit. On a payé des choses quand on pouvait. Vous avez choisi où mettre vos efforts, ai-je coupé. Vous avez choisi quel enfant recevait du soutien et lequel s'entendait dire « tu vas te débrouiller ». Je me suis débrouillé. Sans vous. Mon père a haussé le ton, surveille ton langage. On était parents. Et je suis ta fille, ai-je répondu. Mais ça ne veut pas dire que je te dois ma carrière. Je ne reviens pas. Je ne vais pas construire un business pour Chloé pendant que vous traitez mon travail de petit truc. La colère a traversé son visage. Tu es égoïste. La famille reste soudée. La famille propose une place dans la voiture le jour du diplôme, ai-je dit. La famille demande comment on a survécu pendant 4 ans avant de demander ce qu'on peut faire pour eux. Les mots sont restés suspendus. J'ai ajouté, si vous voulez une équipe de branding pour la boutique, engagez en une. Payez-les. Traitez-les avec respect. Je ne suis pas votre employée gratuite. Mon père m'a regardé comme si je parlais une langue étrangère. Je ne sais pas qui t'a mis ces idées en tête. Personne, ai-je dit. J'ai juste compté les points. Pour la première fois, il a compris. La fille silencieuse et autonome n'allait plus plier. Très bien, a-t-il fini par dire. Fais ce que tu veux. Ne viens pas pleurer quand tout s'écroulera. Tout tient déjà debout sans vous, ai-je répondu. C'est justement ça, le point. On a pris quelques photos crispées parce que les rituels ont la vie dure. Mais le lien était rompu. Je suis parti avec mon diplôme d'un côté et ma liberté de l'autre. 8 mois plus tard, ma vie était lancée. J'avais un petit appartement, un vrai contrat. Un jour, la réception de l'agence m'a appelé, Margot, il y a 3 personnes ici pour toi. Ta famille. Je ne les avais pas invités. Je les ai rejoints devant l'ascenseur. Mon père regardait les bureaux vitrés avec une curiosité mal dissimulée. Ma sœur regardait la déco avec envie. Alors c'est ici que tu te caches, a commenté mon père. Je travaille ici, ai-je répondu. Je les ai conduits dans une salle de réunion. Il a sorti un dossier, des logos, des moodboards, un plan de site. La boutique est prête à passer au niveau supérieur. On a fait le gros du travail, mais on a besoin du coup de pouce final. Une vraie marque, une campagne de lancement. Tu as les compétences, ton agence peut gérer ça, et toi tu supervises. Ce sera bien pour tout le monde. Il ne demandait pas. Il m'informait du rôle qu'il m'avait assigné. Ma mère a ajouté des mots doux sur la guérison des tensions passées. Ma sœur attendait que je dise oui. Dans leur tête, c'était l'ordre naturel des choses. Ils décident, j'exécute. J'ai regardé le dossier. Vous voulez que mon agence vous prenne comme client. Vous voulez mon expertise et ma réputation ici pour un projet que vous avez planifié sans moi. Et vous venez ici en pensant que je serai reconnaissante. Mon père s'est redressé, on te donne une chance de faire tes preuves avec des gens que tu connais. J'ai pensé à mes vrais clients, ceux qui respectent mon travail. Puis j'ai repensé à l'arrêt de bus. Non, ai-je dit. Le mot était petit mais solide. Mon père a répété, non, comme si j'avais mal prononcé un mot. Tu refuses d'aider ta propre famille. Je refuse que vous transformiez mon travail en une faveur que vous n'avez pas l'intention de respecter. Si vous voulez présenter ce projet à l'agence, suivez la procédure normale. Rencontrez les associés, acceptez les tarifs, signez un contrat. Mais je ne serai pas votre garantie gratuite, et je ne m'occuperai pas personnellement de ce dossier. Ma mère semblait dévastée, Margot, c'est extrême. Tu laisses ton orgueil gâcher une réconciliation. Non, ai-je dit plus doucement. Je laisse la réalité gâcher une mise en scène. Vous n'êtes pas venu pour vous réconcilier. Vous êtes venu parce que vous avez réalisé que j'ai accès à quelque chose que vous voulez. Ma sœur a levé les yeux au ciel, tu es tellement dramatique. On demande juste de l'aide. Tu agis comme si on n'avait jamais rien fait pour toi. J'ai repensé à ce matin-là, aux 2 sièges vides dans la Mercedes. Vous avez fait ce que vous avez choisi de faire. Vous avez mis vos ressources sur un enfant et dit à l'autre qu'elle se débrouillerait.
C'est fait. Maintenant, vous voulez ce que j'ai construit grâce à ce manque d'intérêt. Ce n'est pas de la famille. C'est de l'opportunisme. La pièce est devenue silencieuse. Si tu nous tournes le dos maintenant, a dit mon père, ne t'attends pas à ce qu'on soit là quand tu reviendras à la raison. Un calme étrange m'a envahi. J'ai arrêté d'attendre ça il y a longtemps, ai-je dit. J'ai rangé leurs papiers dans le dossier. Reprenez ça. Vous en aurez besoin pour voir un consultant ailleurs. Je me suis levé et j'ai ouvert la porte. La conversation était terminée. Ils sont sortis, offensés, plus choqués par la perte de contrôle que par mes paroles. Je les ai regardés s'éloigner vers l'ascenseur, 3 silhouettes d'une vie où je n'étais plus disposé à me rétrécir pour rentrer dans leur case. Quand les portes se sont fermées, j'ai expiré lentement. Pas de tremblement, pas de regret, juste du soulagement. Parfois, les gens qui vous ont élevé sont les derniers à remarquer qui vous êtes devenus. Ils sont trop occupés à chercher la version de vous qui a besoin d'eux. Je suis retourné à mon bureau et j'ai fini une proposition pour un client qui appréciait mon travail assez pour le payer sans manipulation. Si vous regardez cette vidéo et que vous reconnaissez des morceaux de votre propre histoire, le favoritisme, la négligence silencieuse, le moment où vous réalisez qu'on ne vous estime que pour ce que vous pouvez fournir, écoutez-moi bien. S'éloigner de cette dynamique n'est pas une trahison. C'est de la préservation de soi. C'est le début d'une vie honnête. Mon père a un jour acheté une voiture de luxe à ma sœur et m'a dit de prendre le bus. Pendant longtemps, j'ai cru que cela définissait ma valeur. Maintenant, je vois cela pour ce que c'était, une annonce claire sur qui ils étaient. Je ne peux pas les changer. Mais je peux choisir chaque jour de construire une vie où ma valeur n'est pas mesurée par le degré d'exploitation que je tolère. Parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est d'arrêter de quémander une place dans une voiture qui n'a jamais été prévue pour vous, et de commencer à marcher vers un avenir que vous avez construit de vos propres mains. Notre équipe chez Revenge Nickel se consacre à la création de récits significatifs et riches en émotions qui reflètent les conflits familiaux réels. Toutes les histoires sur cette chaîne sont entièrement fictives et sont conçues dans le seul but de délivrer des leçons précieuses. Ce script souligne l'importance de l'estime de soi, des limites saines et du courage de s'éloigner des relations toxiques. Il encourage les spectateurs à questionner les traitements injustes et à choisir un avenir construit sur le respect et l'indépendance.